Dans la tradition africaine, il existe un conseil que toutes les mères, grand-mères et sages transmettent aux jeunes parents. Peu importe ce que nous mangeons, nous devons toujours goûter au bébé, peu importe son âge. Dans un village africain où les rires des enfants résonnaient comme des tambours et où le vent chantait des mélodies d'anciennes légendes, vivait une jeune maman nommée Eboné. Eboné n'était pas une femme ordinaire. Elle était belle, douce et pleine d'espoir. Mais pendant de longues années, elle n'avait pas pu connaître la joie de porter un enfant. Elle s'était mariée jeune et chaque mois, l'attente d'un bébé avait été accompagnée de déceptions silencieuses. Le village, témoin de son désir ardent, l'avait vue traverser la souffrance du silence. Chaque grossesse avortée, chaque cycle manqué était un fardeau de plus sur son cœur. Les autres femmes du village, par leur sagesse ancestrale, n'étaient jamais en manque de conseils. Elles lui disaient de suivre les traditions, d'observer les rituels de fertilité, d'adopter certains comportements. Une femme qui cherche un enfant ne doit pas attiser le feu avec ses pieds, lui répétait-elle souvent, insistant sur les pratiques qui, selon elle, favorisaient la conception. Mais Eboné, forte de son caractère et de ses croyances modernes, refusait d'entendre ce qu'elle lui proposait. D'un air agacé, elle leur répondait. Les traditions sont absurdes. Comment un simple geste comme celui-ci pourrait-il décider de ma chance de devenir mère ? Chaque fois qu'une vieille femme tentait de lui rappeler que les ancêtres avaient laissé des règles à suivre, elle les écoutait à peine, lançant un regard sarcastique. Elle ne croyait pas à ces superstitions. Pourquoi devrais-je me priver de mes désirs et de ma liberté pour des croyances qui ne m'apportent rien, pensait-elle en elle-même. Elle pensait que la science et la médecine moderne seraient ses véritables alliés. Alors, elle se rendait dans des villes lointaines, consultait des guérisseurs réputés et se tournait vers des moyens plus contemporains pour tenter de combler ce vide qu'elle portait en elle. Dans la tradition africaine, il existe un conseil que toutes les mères, grand-mères et sages transmettent aux jeunes parents. Peu importe ce que nous mangeons, nous devons toujours goûter au bébé, peu importe son âge. Dans un village africain où les rires des enfants résonnaient comme des tambours et où le vent chantait des mélodies d'anciennes légendes, vivait une jeune maman nommée Eboné. Eboné n'était pas une femme ordinaire. Elle était belle, douce et pleine d'espoir. Mais pendant de longues années, elle n'avait pas pu connaître la joie de porter un enfant. Elle s'était mariée jeune et chaque mois, l'attente d'un bébé avait été accompagnée de déceptions silencieuses. Le village, témoin de son désir ardent, l'avait vue traverser la souffrance du silence. Chaque grossesse avortée, chaque cycle manqué était un fardeau de plus sur son cœur. Les autres femmes du village, par leur sagesse ancestrale, n'étaient jamais en manque de conseils. Elles lui disaient de suivre les traditions, d'observer les rituels de fertilité, d'adopter certains comportements. Une femme qui cherche un enfant ne doit pas attiser le feu avec ses pieds, lui répétait-elle souvent, insistant sur les pratiques qui, selon elle, favorisaient la conception. Mais Eboné, forte de son caractère et de ses croyances modernes, refusait d'entendre ce qu'elle lui proposait. D'un air agacé, elle leur répondait. Les traditions sont absurdes. Comment un simple geste comme celui-ci pourrait-il décider de ma chance de devenir mère ? Chaque fois qu'une vieille femme tentait de lui rappeler que les ancêtres avaient laissé des règles à suivre, elle les écoutait à peine, lançant un regard sarcastique. Elle ne croyait pas à ces superstitions. Pourquoi devrais-je me priver de mes désirs et de ma liberté pour des croyances qui ne m'apportent rien, pensait-elle en elle-même. Elle pensait que la science et la médecine moderne seraient ses véritables alliés. Alors, elle se rendait dans des villes lointaines, consultait des guérisseurs réputés et se tournait vers des moyens plus contemporains pour tenter de combler ce vide qu'elle portait en elle. Dans la tradition africaine, il existe un conseil que toutes les mères, grand-mères et sages transmettent aux jeunes parents. Peu importe ce que nous mangeons, nous devons toujours goûter au bébé, peu importe son âge. Dans un village africain où les rires des enfants résonnaient comme des tambours et où le vent chantait des mélodies d'anciennes légendes, vivait une jeune maman nommée Eboné. Eboné n'était pas une femme ordinaire. Elle était belle, douce et pleine d'espoir. Mais pendant de longues années, elle n'avait pas pu connaître la joie de porter un enfant. Elle s'était mariée jeune et chaque mois, l'attente d'un bébé avait été accompagnée de déceptions silencieuses. Le village, témoin de son désir ardent, l'avait vue traverser la souffrance du silence. Chaque grossesse avortée, chaque cycle manqué était un fardeau de plus sur son cœur. Les autres femmes du village, par leur sagesse ancestrale, n'étaient jamais en manque de conseils.
Elle lui disait de suivre les traditions, d'observer les rituels de fertilité, d'adopter certains comportements. Une femme qui cherche un enfant ne doit pas attiser le feu avec ses pieds, lui répétait-elle souvent, insistant sur les pratiques qui, selon elle, favorisaient la conception. Mais Ébonée, forte de son caractère et de ses croyances modernes, refusait d'entendre ce qu'elle lui proposait. D'un air agacé, elle leur répondait. Les traditions sont absurdes. Comment un simple geste comme celui-ci pourrait-il décider de ma chance de devenir mère ? Chaque fois qu'une vieille femme tentait de lui rappeler que les ancêtres avaient laissé des règles à suivre, elle les écoutait à peine, lançant un regard sarcastique. Elle ne croyait pas à ces superstitions. Pourquoi devrais-je me priver de mes désirs et de ma liberté pour des croyances qui ne m'apportent rien, pensait-elle en elle-même. Elle pensait que la science et la médecine moderne seraient ses véritables alliés. Alors, elle se rendait dans des villes lointaines, consultait des guérisseurs réputés et se tournait vers des moyens plus contemporains pour tenter de combler ce vide qu'elle portait en elle. Les femmes du village étaient consternées par sa détermination à ignorer les pratiques ancestrales, mais elles ne disaient rien. Elles la regardaient parfois avec tristesse, car elles savaient que les traditions étaient aussi un lien sacré avec la terre et les ancêtres. Ainsi, les mois passaient et chaque cycle manqué était une défaite supplémentaire. Le village tout entier attendait avec impatience l'annonce de sa grossesse, comme s'il portait tous un peu de ce fardeau avec elle. Mais Ébonée restait calme, inébranlable dans sa conviction qu'un jour tout allait changer. Enfin, un jour, après des années de prières, de sacrifices et de patience, le miracle arriva, Ébonée tomba enceinte. Le village entier se réjouit à la nouvelle, car tous savaient à quel point ce bébé était attendu. La grossesse, bien que difficile, fut perçue comme un signe de bénédiction, un don des ancêtres mêmes. Ébonée s'enveloppait de chaque mouvement de son bébé dans son ventre, la remplissant d'une énergie nouvelle. Mais sa ténacité, elle, n'en finissait pas. À chaque étape, elle restait fidèle à ses propres convictions, souvent en dépit des recommandations des autres. Une vieille femme, consternée par la vision d'Ébonée se délectant d'un plat de rôti de pâte de poulet, s'approcha d'elle avec un regard de réprobation. Ébonée, une femme enceinte ne devrait pas manger des pâtes de poulet, lui dit-elle, secouant la tête. Ébonée, en pleine dégustation, leva les yeux de son plat et d'un air agacé répondit. Les traditions sont absurdes. Pourquoi devrais-je me priver de ce que j'aime, de ce qui me réconforte ? Ainsi, la grossesse d'Ébonée se poursuivit, marquée par ses choix et ses refus de suivre à la lettre les traditions du village. Quand les femmes lui disaient qu'une femme enceinte ne devait pas marcher sous la pluie, elle partait sous la pluie sans hésiter. Quand on lui conseillait de ne pas regarder certains rituels, de ne pas toucher à certains objets, elle riait et poursuivait sa route. Après 9 mois de grossesse, Ébonée mit enfin au monde son fils. La douleur de l'accouchement, aussi vive et puissante qu'un vent de tempête, fut bientôt apaisée par la douce chaleur du bébé posé sur sa poitrine. Le village tout entier se réjouit car enfin la jeune femme qui avait tant souffert de l'attente et de la perte portait son enfant, un garçon en bonne santé, fort et vibrant de vie. Son fils, qu'elle nomma Kélébo signifiant « le don de la vie », était un petit être aux yeux noirs et curieux qui semblait regarder le monde avec une sagesse précoce. Les mois passèrent et Kélébo grandissait rapidement. Il devenait un bébé fort et curieux, aux yeux pétillants d'intelligence, qui observait le monde qui l'entourait avec une étonnante vivacité. À 3 mois, il commençait déjà à gigoter et à sourire au visage qui se penchait sur lui. Il était temps de présenter Kélébo à ses beaux-parents dans le village voisin, une étape importante pour marquer l'acceptation du bébé au sein de la famille. Les traditions voulaient qu'une mère présente son enfant aux grands-parents maternels et paternels peu après la naissance afin d'obtenir leur bénédiction. Ébonée, bien qu'elle n'ait jamais été une grande adepte des traditions, savait que ce moment était incontournable et qu'elle ne pouvait pas fuir cet aspect de la culture. Avec Kélébo soigneusement attaché dans son porte-bébé, Ébonée prit la route vers le village de ses beaux-parents, un endroit pittoresque où les maisons étaient décorées de peintures traditionnelles et où les rires des enfants résonnaient comme des échos joyeux dans les rues étroites. Le soleil brillait sur la savane, réchauffant l'air frais du matin alors qu'Ébonée marchait lentement, chaque pas résonnant comme une victoire sur les années de lutte qu'elle avait endurées. Lorsqu'elle arriva au village, elle fut accueillie en grande pompe. Ses beaux-parents et toute la famille élargie étaient réunis autour de la maison.
Leurs visages rayonnaient de fierté et d'impatience, attendant avec enthousiasme la présentation du bébé tant attendu. Dès qu'elle posa le pied sur le sol du village, son beau-père s'avança vers elle. Il la salua chaleureusement, son regard brillant de fierté. « Ah, voilà enfin ma belle-fille. Tu as enlevé la honte de ma maison, ma fille. Tu m'as donné un magnifique petit-fils. » Et avec un large sourire, il tourna la tête vers les autres membres de la famille qui attendaient dans l'ombre des maisons. « Attrapez-moi le plus gros coq de cette cour et faites-le rôtir pour ma belle-fille. Elle a enfin donné à notre famille le cadeau précieux qu'elle méritait. » Les membres de la famille s'empressèrent de se mettre au travail. Un grand coq, imposant et majestueux, fut capturé dans la cour. Et bientôt, des éclats de rire et des chants de joie se firent entendre tandis qu'on préparait le festin pour célébrer la naissance de Kelebo. L'odeur du coq rôti emplit l'air, accompagnée des senteurs de légumes fraîchement cueillis et de pain cuit au feu de bois. Lorsque le coq fut prêt, on posa la grande assiette devant elle. Le coq rôti, doré à la perfection, dégageait une odeur irrésistible qui emplissait l'air chaud de la cour. Les membres de la famille, les yeux brillants de fierté, l'observaient en silence, attendant qu'elle prenne la première bouchée. La belle-mère d'Ébonée, une femme sage et respectée, s'approcha d'elle avec un regard bienveillant. Elle posa une main douce sur son épaule et lui dit d'une voix calme mais ferme. « Peu importe ce que tu manges, Ébonée, tu dois toujours goûter au bébé. C'est la tradition, un geste symbolique, un lien entre toi et ton enfant, entre toi et la famille. » Mais Ébonée, fidèle à elle-même, haussa les épaules. Elle sourit légèrement, une lueur de défi dans les yeux, et ignora les paroles de sa belle-mère. Elle avait toujours ignoré ce genre de règles. Sans un mot, elle se pencha sur son assiette et commença à manger avec appétit. Elle déchira un morceau de viande, le jeta dans sa bouche et se régala du goût intense du coq rôti, savourant chaque bouchée. Le regard désireux de Kelebo, qui observait sa mère avec des yeux brillants et curieux, ne la fit pas hésiter une seconde. Elle se concentra uniquement sur son repas, sans même une pensée pour son bébé qui était posé doucement sur ses genoux, ses petites mains tendues vers elle. Elle broya la chair du coq avec ses dents, chaque craquement résonnant dans le silence qui entourait la table. Elle lécha l'os de chaque morceau de chair, complètement absorbé par la nourriture. Le bébé, tout petit et fragile, se tourna vers elle, cherchant son attention, mais sa mère ne lui prêta aucun regard. La belle-mère, silencieuse, la regarda de loin. Un léger soupir échappa de ses lèvres. Elle n'osait pas intervenir, mais la tristesse dans ses yeux trahissait la déception qu'elle ressentait. Le lendemain, le moment pour Ébonée de reprendre la route arriva. Elle attacha soigneusement Kelebo sur son dos, enveloppé dans un tissu coloré, et prit le chemin du retour. La route était sinueuse, serpentant à travers la forêt dense où les rayons du soleil perçaient à peine le feuillage épais. Elle avançait paisiblement, le bruit des feuilles sous ses pieds et le vent léger soufflant dans les arbres étant les seuls sons qui accompagnaient sa marche. Ébonée flottait doucement, heureuse de retrouver son chez-soi après ce long voyage, un sourire tranquille sur les lèvres. Mais alors qu'elle s'avançait dans la forêt, un bruit la fit sursauter, un craquement, comme une branche qui tombait ou une feuille qui se détachait de son arbre. Elle s'arrêta un instant, tendant l'oreille. « Ce n'est rien, juste une feuille qui tombe », se dit-elle pour se rassurer, reprenant sa marche. Mais tout à coup, une voix faible mais claire se fit entendre, brisant le calme de la forêt. « Laisse-moi ici. » Ébonée se figea, son cœur battant plus fort. Elle chercha autour d'elle, mais il n'y avait personne. La voix se répéta, plus forte, plus insistante. « Laisse-moi ici, c'est ici que je reste. » Un frisson glacé parcourut l'échine d'Ébonée et soudain, elle comprit. La voix qu'elle entendait, ce n'était pas celle du vent, c'était celle de son propre enfant. « Kelebo » murmura-t-elle, terrifiée. Kelebo parlait. Elle fit volte-face, le regard affolé, cherchant à comprendre ce qui se passait. Ce qu'elle vivait semblait irréel. Comment était-ce possible? Kelebo, un bébé de 3 mois, venait de lui parler. Ses mains tremblèrent tandis qu'elle le déposait au sol. Kelebo la regardait fixement, un regard qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Ses yeux, d'habitude remplis de tendresse et de curiosité, étaient désormais durs et menaçants, comme s'ils contenaient toute la colère du monde. D'un ton calme, presque glacial,
Kelebo prit la parole et ses mots résonnèrent dans le silence de la forêt. Tu as mangé tout le poulet qu'on t'a donné au village, même l'huile. Tu ne m'as même pas goûté. Je t'ai supplié de me goûter, mais tu ne m'as pas donné. Tu es une mauvaise mère. Le souffle d'Ébonée se coupa. Elle n'arrivait pas à comprendre comment Kelebo, son petit bébé, pouvait-il parler ainsi. Ses mains se crispèrent, une peur viscérale s'insinuant en elle. Elle baissa les yeux sur lui, prête à le rassurer. Mais le regard de Kelebo ne laissait aucune place à l'apaisement. Ses paroles étaient pleines de dédain, de colère et de déception. Avant qu'elle ne puisse répondre, Kelebo, d'un mouvement soudain et inattendu, tourna les talons sans un regard en arrière. Il se mit à courir, ses petites jambes s'enfonçant dans les feuilles mortes de la forêt. Il s'élança avec une rapidité surprenante pour un enfant si jeune, fendant les buissons et les arbres avec une précision qu'Ébonée n'avait jamais vue. Elle tenta de l'attraper, mais ses pieds la trahissaient. « Kelebo » cria-t-elle, désespérée. Mais il ne s'arrêta pas. Il courait, s'éloignant toujours plus loin jusqu'à ce qu'il disparaisse complètement dans l'obscurité de la forêt. Sous le choc, Ébonée resta figée, les bras tendus dans le vide, incapable de réagir. Ses yeux cherchaient dans la direction où son fils venait de s'échapper, un sentiment de terreur envahissant son cœur. Comment cela pouvait-il être possible? Elle se laissa tomber à genoux, complètement perdue. Avec une volonté farouche, elle trouva finalement la force de se lever et de reprendre son chemin. Son cœur battait la chamade alors qu'elle se dirigeait vers le village, chaque pas alourdi par l'incertitude et la peur. Lorsqu'elle arriva au village, tout le monde s'arrêta dans ses activités en la voyant revenir seule, sans Kelebo. Les habitants se rassemblèrent autour d'elle, leurs regards pleins de curiosité et d'inquiétude. Ils ne pouvaient pas ignorer la stupeur qui se lisait sur son visage. Les femmes, les hommes, les enfants tous étaient là, interloqués, comme si quelque chose de profondément étrange venait de se produire. Ébonée s'arrêta au centre du village, les bras tombants de fatigue, les yeux pleins de larmes qu'elle ne voulait pas laisser couler. Elle se tourna vers la foule, cherchant à comprendre comment expliquer ce qu'elle venait de vivre. Les mots semblaient coincés dans sa gorge, mais elle finit par les laisser sortir. Sa voix tremblante mais claire. Il est parti. Il est parti dans la forêt. Kelebo, mon fils, il m'a parlé. Il m'a dit que je ne l'avais pas goûté, que je ne lui avais pas donné ce qu'on m'avait offert au village. Il m'a dit que je suis une mauvaise mère, et il s'est enfui dans la forêt. Les visages des villageois se firent sombres et certains échangèrent des regards furtifs, comme s'ils cherchaient une explication. Puis une vieille femme, la sage du village, brisa le silence. Elle s'avança lentement, son visage marqué par l'expérience, ses yeux remplis de compassion mais aussi d'une dure réalité. Elle regarda Ébonée et dit : « Tu vois, Ébonée, tout ce que nous faisons a un sens. Tu as ignoré les traditions. Les anciens savent ce qui est juste pour l'enfant. Ce que tu as fait, c'était une grave erreur. » Les autres femmes murmurèrent des mots d'approbation et la colère monta en Ébonée. Elle n'avait jamais été une adepte des traditions et la douleur de l'expérience qu'elle venait de vivre était encore trop fraîche. Mais malgré la frustration qui bouillonnait en elle, elle savait que les villageois n'étaient pas simplement en train de la juger. Ils lui rappelaient des vérités profondes, des règles qu'elle avait choisi d'ignorer. La vieille dame poursuivit d'une voix empreinte de sagesse. La tradition nous enseigne que l'enfant est lié à sa mère, mais aussi aux ancêtres. Tu vois, Kelebo n'a pas seulement besoin de ton amour, il a besoin d'être connecté à tout ce qui fait partie de cette terre, de cette culture, de cette famille. Les ancêtres nous ont donné ces rituels pour nous guider dans notre rôle de parents. Ignorer cette connexion, c'est briser le lien entre l'enfant et la communauté. Les paroles frappèrent Ébonée comme un coup de poignard dans le cœur. Elle se rendait compte, peut-être trop tard, que ce rejet des traditions avait des conséquences plus profondes qu'elle n'avait pu imaginer. Kelebo n'était pas simplement un enfant qu'elle avait porté. Il était l'héritier d'une histoire, d'une culture, d'un héritage qui l'enveloppait tout entier. Ignorer cette tradition était peut-être plus que de la simple rébellion, c'était une fracture dans le tissu même de la communauté. C'est ainsi qu'Ébonée, bien que toujours fidèle à son esprit de rébellion, apprit à accepter l'importance de l'héritage et de la communauté. Ce ne fut pas la fin de son voyage, mais un nouveau commencement,
Un chemin de réconciliation entre l'indépendance personnelle et l'appartenance à une tradition collective. Voilà la fin de notre histoire. Si vous avez aimé, laissez-nous un commentaire pour nous dire depuis quel pays vous nous regardez. Dites-nous également s'il existe dans votre culture des traditions comme celle-ci.